tout le monde prennent leur temps libre pour s'organiser à organiser des événements comme cet événement-là. Donc pour nous, c'est un très bon exemple du comportement d'un musulman. C'est un bon exemple dans le chemin des enseignements qu'ils ont reçus pour être dans une société où la démocratie et la République sont importantes. Donc pour nous, le travail qui a fait que de l'année dernière, qui a été la première édition de cette conférence, qui fut un succès remarquable, à la deuxième édition, on voit très nettement le niveau d'adhésion et le niveau d'organisation à un cran supérieur. C'est très important et c'est très apprécié. Merci beaucoup. Alors pourquoi nous sommes ici ensemble sur une conférence qui traite d'un sujet précis? Puisque ici en France, je reviendrai pourquoi en France, nous sommes tous des citoyens d'un monde et nous connaissons la réalité du monde aujourd'hui. Nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes dans un monde fragmenté. Nous sommes dans un monde où montre partout l'émergence des radicalismes et des extrémismes. Notre responsabilité n'est pas seulement d'observer, c'est de contribuer à diminuer ces radicalités. C'est de contribuer à apporter une façon différente du chemin de vie commun. Et donc pour nous, c'est très important d'adresser les problèmes de notre époque, encore aujourd'hui plus vrai dans des pays en Occident où vivent des parties importantes de nos familles. Donc c'est important pour nous d'aborder des sujets qui permettent d'établir les dialogues, la communication, l'interaction, qui permettent de partager les expériences de vie qui ont eu du succès dans la paix et dans un islam de paix qui est la marque d'un pays comme le Sénégal. En France, on le sait, la plus grande communauté musulmane d'Europe vit en France. En France, nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des neveux, nous avons des amis, nous avons de grandes communautés de personnes qui sont des musulmans, qui doivent y vivre, mais ils vivent dans un contexte particulier. Et nous devons continuer à accompagner nos communautés à vivre dans le respect d'un certain nombre de règles de la République. Nous devons continuer à les accompagner dans la façon de pratiquer ici leur religion sans se gêner ni gêner qui que ce soit. Le défi, c'est comment je fais ma pratique en République et en démocratie sans gêner qui que ce soit et non plus sans me gêner à la pratiquer. Donc pour nous, c'est très important ce modèle-là parce que le Sénégal, et particulièrement la Tijania, a démontré de façon remarquable que c'est totalement possible et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, dans toutes les républiques, les démocraties fonctionnent, s'appuient sur ce qu'on appelle des légitimités. Le président Macron en France va voter les lois et les décrets parce qu'il a été élu au suffrage universel. C'est ce qu'on appelle la légitimité politique. Mais un État n'existe pas s'il n'y a pas de revenus pour que l'État fonctionne. Donc il se développe une activité économique importante à partir de laquelle l'État va taxer des impôts et des ressources pour permettre à l'État d'avoir les moyens de son existence. C'est ce qu'on appelle la légitimité économique. Très important dans un pays. Vous avez une troisième légitimité. Quand vous voulez lutter contre le Covid, tout le monde était au courant. On n'écoutait que le point de vue des scientifiques et des médecins pour nous dire la loi, parce que c'est leur compétence. Quand vous faites une autoroute, c'est aux ingénieurs que vous demandez quel est l'itinéraire le plus efficient, quelle est la structure de la chaussée. C'est ce qu'on appelle la légitimité intellectuelle. Et enfin, dans chaque pays du monde, dans chaque république, il y a une quatrième légitimité. Vous allez au Canada, la quatrième légitimité, c'est le bilinguisme, parce que c'est deux peuples fondateurs, francophones et anglophones. Quand vous allez au Québec, la quatrième légitimité, c'est le fait français, parce que c'est une minorité dans un océan d'anglo-saxons.
quand vous venez en France, la quatrième légitimité, c'est la laïcité. Tout ce qu'on fait, et c'est pour ça que vous avez de façon récurrente la question de la religion dans le débat public, parce qu'ici, la quatrième légitimité, c'est la laïcité. Mais au Sénégal, c'est quoi la quatrième légitimité? La quatrième légitimité au Sénégal, c'est le fait religieux. Parce que la transformation, le réarmement culturel et mental, la transformation du profil du Sénégalais a été fait par les guides religieux. Mais écoutez bien que dans ces pays dont la quatrième légitimité est le fait religieux, et la majorité de la population, à 95%, elle est musulmane, personne n'a jamais posé le débat sur la laïcité qui est dans la Constitution sénégalaise. Personne. Ce qui illustre le niveau de transcendance de la société sénégalaise, qui se détermine non pas seulement par le biais du carburant religieux. Cette histoire est connue au Sénégal, mais c'est important de la répéter partout dans le monde. C'est l'élection du président de la République, Léopold Sédar Senghor. Senghor est le produit d'une double minorité. Il est sérère, donc une ethnie minoritaire en nombre. Il est catholique, donc de religion minoritaire. Quand vient l'élection présidentielle, Senghor était un candidat comme d'autres candidats aussi importants, mais qui mettaient de l'avant le fait qu'il soit musulman. Mais à l'époque, les deux grandes communautés soufis du Sénégal, les Mourides et les Tijanes, le calife des Mourides, comme celui des Tijanes, Serigne Ababacar Sy, ont tous demandé de voter pour Senghor catholique contre les candidats musulmans. Et dans une telle situation, un chef d'État d'un pays arabe a posé la question à Senghor, on ne comprend pas pourquoi c'est fait. Et Serigne Babacar, qui est le parrain des 72 heures que nous avons actuellement, va répondre qu'on ne nous a pas demandé d'élire un imam, on nous a demandé d'élire un président de la République. C'est remarquable de transcendance. On est dans un pays à 95% musulmans. Et ce sont les guides religieux. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui que Senghor a été un président remarquable. Mais pourquoi donc? Parce que ces guides-là ont vu que dans le chemin de vie, dans la communauté, les éléments à partir desquels on doit choisir le profil n'est pas forcément des éléments uniquement religieux. Et c'est cette transcendance-là, cette universalité dans la vision de l'islam qu'on nous a enseigné qui nous porte aujourd'hui à Paris. Ce souffle-là, cet esprit-là, est celui du dialogue. Et c'est pour ça que nous avons cette conférence. Face aux extrêmes, guérir le monde par le dialogue des religions et des cultures. Et pour le faire, il n'y a pas d'autre méthode, puisque nous sommes dans une dynamique de vision du monde sur des valeurs humanistes universelles et négro-africaines, sans jamais trahir le dogme de l'islam. Évidemment, nous choisissons une méthode universelle qui est une méthode scientifique. On n'est pas là pour faire du syncrétisme ou faire des déclarations. On est là pour identifier en France et en Europe les meilleurs chercheurs sur la question, identifier au Sénégal et en Afrique les meilleurs chercheurs sur la question et leur demander, sur la base de ce thème, de nous présenter leur vision, de discuter avec nous, d'échanger avec nous pour qu'on en retire les éléments les plus pertinents sur notre chemin de vie. C'est ça, la démarche que nous privilégions. Et pour nous, c'est un exercice très important. Les vedettes ici, ce sont nos conférenciers, ce sont nos panélistes. On a envie de leur poser des questions, on a envie de comprendre, on a envie qu'ils nous fassent des recommandations pour créer les conditions d'une société qui épouse les chemins d'un islam de paix, qui également outille nos communautés d'une façon d'évoluer dans un environnement paisiblement en république et en démocratie. Pour faire cela, nous avons 4 sessions. Une session inaugurale avec 4 sommités qui viendront tout à l'heure se présenter à vous et des sessions plus techniques d'approfondissement du questionnement que pose le thème de la conférence. Et je voudrais en profiter pour tous les remercier. Leur présence,
leur engagement, l'effort, la production intellectuelle qu'ils font, le travail. Je sais que le comité scientifique de la conférence est très embêtant, mais ils sont toujours disponibles et facilitants pour arriver au résultat. Donc je voudrais également vous remercier, vous les chercheurs, vous les panélistes, pour l'effort que vous faites de co-construire le chemin qu'on veut bâtir. Mais, merci. Et il faut les saluer très fort. Hein. Mais si nous en sommes là, si nous avons pu bâtir, passer ces étapes-là, il a fallu du leadership. Il a fallu que les gens de vision prennent l'initiative, canalisent les énergies, mobilisent les efforts pour arriver à ce qu'on est la première édition l'année dernière, la deuxième cette année. Évidemment, l'initiative de départ, l'initiative initiale, l'initiative de force, c'est la Daïra Sopnabi. Une fois encore, il faut les féliciter. Pour réaliser, Sopnabi est en partenariat avec la cellule Zawiya Tijane, qui représente le khalifa général des Tijanes du Sénégal, et également qui a travaillé main dans la main, depuis qu'on a pris cette initiative ensemble, main dans la main pour bâtir le chemin qu'on est en train de bâtir. L'essentiel des membres du comité scientifique sont des gens de la cellule de la Zawiya Tijane, et je pense que c'est une contribution remarquable à l'effort d'organisation et de planification qu'on fait. Et je sais bien que ce que vous voulez entendre, ce sont les panélistes, et donc je pense que j'ai assez présenté la conférence pour commencer à demander à nos hôtes de vous adresser la parole. Et la première personne à qui je vais demander, c'est évidemment le président de la Daïra Sopnabi, Cheikh Ben Faye.